Bien, le temps donné étant passé, étant écoulé, donc je crois que on va commencer maintenant. Oui, je vais me présenter bientôt, mais juste donnez-moi quelques minutes, plutôt quelques secondes pour partager mon écran et là, on pourra commencer. Yeah. D'accord. Donc là, normalement, vous devez être en train de voir mon écran, n'est-ce pas? Ok, donc on commence. Et donc, je crois que j'ai plus besoin de vous souhaiter la bienvenue, même si ça gâterait pas. Mais parce qu'il y a déjà lors de la session d'ouverture hier, le président de l'ARC a eu à vous présenter un petit peu l'objectif derrière ces 2 semaines de formation, on va dire. Donc, durant ces 4 prochaines séances, nous allons parler de l'IoT, l'Internet des objets et des techniques, des technologies de télécommunications émergentes. Pourquoi ça, vous allez sans doute le savoir. Et juste rien qu'à la fin de cette séance. Donc, je vais parler de moi un petit peu, pas beaucoup, parce qu'on va bientôt aller à l'essentiel du pourquoi nous sommes là. Donc, moi, c'est Amavi Dossa. Je suis togolais, je suis de nationalité togolaise et je fais partie de l'équipe de ARC, de African Research Center, où je m'occupe principalement du service IT, donc de l'infrastructure de communication. Je suis principalement ingénieur système embarqué et télécommunications et actuellement, je suis en train de préparer un doctorat qui a trait au Wireless IoT Network. Donc, en français, on dira les réseaux sans fil pour l'IoT. Donc, je donne assez régulièrement des cours sur des réseaux informatiques et de temps en temps des cours de programmation également. Oui, je vais le dire, un gros passionné de l'électronique et des télécommunications, des réseaux en général. Je crois que c'est important de le dire. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est juste, comment dire, pour vous inciter en quelque sorte de telle sorte que si jamais vous avez des questions, mais qui sortent légèrement du cadre de cette formation, vous pouvez toujours vous réserver le droit de le poser à la fin, soit lorsque la séance sera totalement finie, ou sur le groupe. Mais quoi qu'il en soit, on est là pour l'IoT, alors on va parler de l'IoT. Donc, je vous avais déjà envoyé le programme de nos 4 séances, de nos 4 séances de formation. Je ne vais plus vraiment y revenir maintenant. Donc, comme je l'ai dit, cette séance sera consacrée à l'introduction de l'IoT. J'avais dire une histoire qui n'est pas tant une histoire rien que pour l'IoT, mais l'objectif de ces 4 séances ce sera qu'à la fin, on se met tous d'accord sur quelque chose qui s'appelle les LP1. Les LP1, je vais bientôt les présenter. Donc, c'est ça que j'avais défini lorsque j'avais envoyé le programme par des réseaux à faible consommation et longue portée. Et donc, pour démarrer, je crois que on va commencer par une mise en situation. J'ai mis hors contexte ici, mais vous inquiétez pas, c'est totalement dans le contexte. J'ai juste mis hors contexte parce qu'on a parlé de rien encore. Donc, je ne sais pas d'où ceux qui sont actuellement avec moi. Donc, peut-être on va commencer par, si vous pouvez rien que écrire dans le chat, d'où vous venez, votre nom, bien sûr, vous présenter d'où vous venez et principalement votre orientation. Pourquoi pas? La formation a déjà démarré, mais j'aimerais bien connaître ceux avec qui je suis. Donc, ou si vous voulez prendre la parole aussi, ça me dérange pas. Oui, je suis d'accord avec Justin Podard. Donc, on peut faire connaissance, et bien évidemment. Donc, si vous pouvez juste vous présenter brièvement, et ça me va. D'accord. Enchanté, Fallon, élève ingénieur en système embarqué, service numérique. Podard, levez la main. Oui, si vous voulez parler, Podard, vous pouvez activer votre micro. D'accord, d'accord. Moi, c'est Justin Poudard. Je suis togolais, actuellement étudiant en système embarqué et services numériques au Maroc ici.
Attendez. Juste un instant, je crois que je ne... je suis muté, juste un petit instant. Parlez. C'est bon, non? Je ne vous entends toujours pas. D'accord, d'accord. Je disais, moi, c'est Justin Poudard. Je suis togolais de nationalité, actuellement étudiant en système embarqué et services numériques ici au Maroc, à l'Institut national des postes de télécommunications. D'accord, enchanté, Koda. Merci, merci. Donc, oui, on a d'autres personnes dans le chat. Donc, vu que vous pouvez lire en même temps que moi, je crois que sera plus la peine de répéter, de passer sur tout le monde. Donc, là, on va continuer. Je crois qu'il n'y a plus de, ok, bienvenue Abdoulaye. Donc, je crois qu'on va continuer. L'objectif sera que, bon, moi, je puisse finir ce que j'ai à dire et que vous puissiez poser vos questions. Parce que là, je sais ce que j'ai à dire, bien sûr, et j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pas sûr que ce que j'ai à dire, c'est totalement ce que vous avez envie d'attendre. Donc, ce que le peu que j'ai à dire pour cette séance, je vais essayer de le dire rapidement. Comme ça, on va consacrer le reste du temps à la discussion. Donc voilà, on retourne à notre mise en situation. Donc là, on va passer par quelques exemples de scénarios. Et bien sûr, vu qu'il y a déjà quelques personnes qui en savent sur le domaine, même si ceux qui ne sont pas vraiment du domaine, vous pouvez vous prononcer sur les mises en situation que je vais présenter. Donc, je présente les scénarios et voilà, je vais juste demander votre avis. Alors, j'ai mis la prise électrique en premier, mais on va plutôt commencer par le second. Donc, tout le monde utilise un smartphone aujourd'hui. Donc, si je devais vous demander qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans nos smartphones actuellement, vous me direz qu'il s'agit de quoi? Donc, évidemment, vous pouvez toujours écrire dans le chat ou vous levez la main et vous activez votre micro pour parler. Oui, Israël, vous pouvez activer le micro. Allez-y, Israël. On a déjà une première réponse dans le chat de Hubert qui dit WhatsApp ou nos applications. Oui, allez-y, Israël. Puis je peux dire que ce sont les données de la connexion Internet. Les données de la connexion Internet. Ouais. Yeah, je crois que vous avez donné la réponse du premier coup. Donc, il y a ça. Mais d'accord, et il y a une chose qui consomme vraiment le plus, et c'est l'écran. Ça c'est en premier, mais ça, c'est bien évidemment pas notre sujet ici. Donc, on a l'écran qui consomme le plus, et en première et en seconde position, il y a les données de la connexion Internet. Et qu'est-ce qui consomme vraiment? Sinon, tout ce que vous êtes en train de dire, ça en fait partie. Hein. On a WhatsApp, les applications. Lorsque vous utilisez WhatsApp, Facebook, Instagram et autres, vous remarquez tout de suite que votre niveau de batterie, ça commence à diminuer très vite. Et là, il y a deux raisons principales derrière. Il y a déjà l'écran qui est allumé, parce que si vous éteignez l'écran, vous rendez compte que la batterie, ça diminue moins vite. Et ensuite, il y a la connexion Internet et principalement les réseaux mobiles. Donc, si vous utilisez la 3G, la 4G, dès que vous activez la 4G, même si l'écran n'est pas allumé, il y a des tâches de fond qui utilisent l'antenne pour transmettre, qui utilisent l'antenne pour recevoir. Vous allez tout de suite vous rendre compte que le niveau de batterie commence à diminuer. Et après la 3G, la 4G, il y a ce qui suit le Wi-Fi. Donc, parce que même si vous n'utilisez pas la 4G, si vous êtes connecté en Wi-Fi, c'est la même chose. C'est juste que ça consomme moins que les données, les réseaux mobiles, mais ça consomme toujours quand même. Et le pourquoi, encore une fois, je pose cette question, vous allez comprendre tout de suite. Donc, on retourne à la première mise en situation qui est l'exemple de la prise électrique. Donc, ça, c'est un objet
tous les jours, tout le monde en a chez lui. Donc, supposons de manière abstraite, hein, même si ça vous paraît fou ou sans intérêt, je vous invite à me faire confiance et à suivre ça avec moi et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Donc, si on prend une prise électrique, supposons que j'ai une prise électrique chez moi ou bien vous avez une prise électrique chez vous et que vous voulez faire de sorte que peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous puissiez savoir combien consomment tous les appareils qui sont branchés à cette prise électrique. Et aussi, pour pouvoir, vous voulez avoir la possibilité à tout moment de couper la prise, donc vous coupez totalement du réseau pour que, de sorte que tous les appareils qui sont alimentés à travers cette prise soient coupés. Donc, il y a ces deux cas de figure-là. Soit vous, peu importe où vous vous situez dans le monde, vous voulez avoir cette possibilité-là de couper l'alimentation de cette prise ou de savoir combien de la puissance que cette prise est en train de drainer actuellement sur votre réseau. Donc, vous, en tant qu'ingénieur, en tant que personne pensante, en tant qu'utilisateur, innovateur, quel serait, vous, votre moyen d'aborder ce problème? Comment vous pourrez procéder? Ça, c'est toujours la mise en situation. Donc, si quelqu'un veut y répondre, soit vous levez la main, vous activez votre micro ou vous écrivez sur le chat. On a Mouad. Oui, si Mouad, vous pouvez y aller. Donc d'abord, je pense que il nous faut d'avoir un routeur pour la communication, pour connecter le réseau local de la maison avec l'Internet. Je pense que, et aussi que le presse qu'on va utiliser, il faut qu'il soit intelligent, oui, un presse intelligent qui peut connecter avec l'Internet, avec une carte réseau, bien sûr, soit carte réseau qui utilise le Wi-Fi ou bien le Bluetooth ou n'importe quel type de communication. Exactement. Je suis d'accord avec vous sur votre élément de réponse, Monsieur Mouad. Et oui, quelqu'un a écrit dans le chat, selon moi, je peux utiliser le module du kit Arduino, absolument. Et la solution est le thème de la formation IoT. Mais bien évidemment, et c'est pour ça qu'on l'a choisi comme mise en situation, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, vous allez vous rendre compte de l'intérêt de tout ce qu'on a présenté au début. Donc, ce sera un cheminement et vers la fin, on va tous se rendre compte que, oh, donc ça, c'était la solution de ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, moi, tout à l'heure, tout de suite, il parlait de la connectivité, bien évidemment, parce que peu importe où vous vous trouvez dans le monde, si vous avez un accès Internet et que vous, la prise dont on parle est aussi connectée à Internet, donc, on aura la possibilité éventuellement de communiquer avec. Maintenant, pour pouvoir, en quelque sorte, connaître la consommation de cette prise, là, il faut quelque chose pour mesurer cette consommation. Donc, c'est là où il a dit la prise doit être intelligente. Supposons que ça ne l'est pas. Dans ce cas, quelqu'un a dit oui, je peux utiliser les modules du kit Arduino. Bien évidemment. Donc, il y a des modules électroniques qui, lorsque vous le branchez avec un autre circuit, par exemple, quelque chose qui va faire office de galvanomètre ou ampèremètre, ça, je crois qu'on connaît un petit peu de nos cours d'électronique. Donc, ça permettra de mesurer le courant, un autre voltmètre pour mesurer la tension, et là, on aura la puissance. Et ensuite, on n'aura qu'à reporter ces données-là. Donc, je crois qu'on est un petit peu dans le contexte. Maintenant, on va repartir sur un cas réel maintenant. Je crois que moi, peut-être vous connaissez, ça s'appelle Mazout Emma. Je ne sais pas, je ne vais pas trop aller dans les détails parce que c'est une solution commerciale. Bien sûr, elle n'est pas de moi. Quelques années plus tôt, j'avais fait un stage dans une startup marocaine. Et le problème, c'était une solution déjà en cours de développement ou presque terminée. Et là, le problème, c'était quoi? Il y avait plusieurs entreprises qui ont des camions, n'est-ce pas, des entreprises de transport, de livraison et autres. Et ils ont des camions pour transporter de la marchandise de part et d'autre du pays. Le problème, et ça, c'est pas juste ici, ça, ce problème-là, on en a entendu parler dans plusieurs pays et depuis longtemps. Les conducteurs, de temps en temps, ils s'arrêtent pour siphonner de l'essence qui se trouve dans le camion.
Donc, vous, en tant que patron, vous remplissez votre camion le matin. Le gars, il fait la demi-journée et le camion est déjà à sec. Ça veut dire que le carburant qui était censé durer toute la journée se retrouve déjà à sec en demi-journée. Ça veut dire que le gars qui conduit le camion s'est arrêté à certains endroits. Il a siphonné, donc il a prélevé un peu du mazout ou de l'essence qui alimente le camion et après il ira le vendre. Et ça, c'est un problème réel. Du coup, la solution qui a été développée, c'est quoi? D'équiper les réservoirs d'un module, un dispositif permettant de mesurer en temps réel la consommation, le niveau de carburant dans le réservoir. Et ça, c'est une solution qui actuellement est déployée sur le plan national. Donc, comme je l'ai dit, c'est une solution commerciale. Et en parallèle de ça, il y a le suivi GPS. Donc, ça permet de suivre en temps réel la localisation du camion, donc où il se situe, et la consommation. Et ça, c'est juste le réservoir et le camion qui sont connectés à Internet. Et là, le patron, en temps réel, il pourra suivre où est son camion et combien a été consommé. De telle façon que si, je sais pas, si à 13 heures, on voit que il y a, je sais pas, disons 25 litres de carburant et que rien qu'à 15 heures, j'ai dit 13 heures, donc rien qu'à 13h30, les 25 litres sont descendus à 10 litres. Ça veut dire qu'il y a une anomalie. Donc, les camions ne consomment pas comme ça. Même, je crois que même les Ferrari, c'est pas le cas. Donc, c'était un peu ça comme mise en situation. Maintenant, on va rapidement démarrer. Je crois que là, nous sommes dans le banc. Si jamais il y a un souci par la suite, vous ne m'attendez pas ou vous sentez-vous à l'aise pour m'interrompre. Mais comme je l'ai dit, je vais aller assez rapidement à partir de maintenant pour finir à temps et pouvoir discuter de vous, vos attentes et vos questions à la fin. Donc voilà, parce qu'on parle de l'Internet des objets, bien sûr, on va définir c'est quoi un objet, mais d'abord, on va parler de l'Internet. Pourquoi? Parce que assez souvent, je me suis rendu compte que, OK, nous venons de différents horizons, de différents backgrounds. Donc, je ne vais pas assumer que vous connaissez et commencer par balancer des termes ça et là. Souvent, ça m'est arrivé, on m'a repris sur ça. Donc, là, on va prendre la peine et le temps de définir les termes. Bien sûr, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais on va quand même définir les fondamentaux. En commençant par l'Internet, on va parler de l'Internet des objets. Tout à l'heure, dans la solution que quelqu'un proposait, on a parlé de la connectivité Internet à travers les réseaux mobiles. Donc, on va voir comment ça a évolué de la première génération de réseaux mobiles à la 5e génération qui est actuellement déployée, c'est-à-dire la 5G. Ensuite, on va voir pourquoi ces réseaux-là, les réseaux traditionnels, c'est-à-dire les réseaux mobiles tels qu'on les connaît, ne sont pas vraiment adaptés pour l'Internet des objets aujourd'hui. Parce que oui, elles ne sont pas adaptées. Et pourquoi? On va le voir. Ensuite, on va faire une brève introduction au réseau LPWAN. Encore une fois, je le rappelle, c'est les réseaux tels que je l'ai définis dans les termes que je vous ai envoyés. C'est les réseaux à faible consommation et longue portée. Ce sera une brève introduction au LPWAN. La séance prochaine sera totalement consacrée au LPWAN et vous allez comprendre pourquoi les LPWAN sont actuellement la tendance pour un vrai changement dans l'IoT et dans la manière dont on conçoit les réseaux. Et bien sûr, on va conclure cette séance avant de passer à notre discussion. Donc, l'Internet, une histoire de réseau. Donc, j'aime un petit peu les histoires parce que ça permet de faire passer le message assez facilement et rapidement. Donc là, on va commencer par une petite histoire qui est totalement hypothétique. Hein. Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas fausse non plus, mais c'est pas la vraie histoire d'Internet. Donc, Internet, si jamais ça vous tente, et si vous l'avez pas déjà fait, vous pouvez chercher la définition. C'est en anglais, ça veut simplement dire Interconnected Network. Et network, ça veut dire réseau. Donc, tout de suite, supposons qu'on a 2 ordinateurs et on veut créer un réseau, la manière la plus simple de créer un réseau, c'est de les connecter entre eux. Donc, si un ordinateur a une carte Ethernet, donc l'autre ordinateur aussi a une carte Ethernet, pardon, il suffit juste de prendre un câble, rentrer le câble dans le port Ethernet de l'un et le port Ethernet de l'autre. À partir de ce moment-là, les deux ordinateurs sont connectés. On dit qu'ils sont en réseau. Et ça, on l'appelle un réseau local. À partir de ce moment-là, ces 2 ordinateurs peuvent échanger des données et des messages, transférer des fichiers et tout. Mais rien que 2 ordinateurs connectés, vous avouerez avec moi que
c'est pas très, très, très pratique. Donc, généralement, si on prend le cas d'une entreprise, il y a beaucoup d'infrastructures, pas que des ordinateurs, mais beaucoup d'infrastructures, les imprimantes et autres, qui sont connectées en réseau. Donc là, supposons, on va prendre le contexte africain. Donc, supposons, on commence par quel pays, par exemple? Je sais pas, le Ghana, le Togo, bien. Bon, supposons qu'on est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire et qu'il y a des ordinateurs un petit peu partout. Hein, et chaque maison a des ordinateurs. Et il y a la mairie qui a des ordinateurs, le poste de police qui a des ordinateurs. Et ce qu'on veut faire, c'est de relier tout. Bon, on se pose dans une ville de Côte d'Ivoire, disons Abidjan. Donc, on veut relier toutes les maisons, tous les postes de police et toutes les écoles, tous les dispensaires d'Abidjan. L'objectif, ce serait quoi? Déjà, la gestion administrative, si la mairie est reliée avec toutes les maisonnées, donc, supposons que vous avez une démarche à faire, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Là, on suppose qu'il n'y a pas encore l'Internet. On est dans l'histoire. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Ce que vous pouvez faire, c'est que votre ordinateur est en réseau avec celle de la mairie. Donc, vous entrez simplement vos informations depuis votre ordinateur. Elles vont se retrouver sur les ordinateurs de la mairie. On suppose que ça, c'est un projet qui a été mis en place de telle sorte que la mairie gère vos informations et vous aussi, vous pouvez les mettre à jour à n'importe quel moment. Si on a le poste de police, par exemple, eux aussi ont les informations qu'il faut de tout le monde. Si vous avez des documents à faire et votre carte nationale et autres, vous n'avez pas besoin de vous déplacer là-bas pour mettre à jour les infos et ainsi de suite. Supposons que ce projet a été mis en place au niveau de Abidjan. C'est fini. Et maintenant, on va supposer qu'il y a une autre ville, je ne sais pas, Boaké ou Yamoussoukro, ils ont vu que mais ce projet il est intéressant parce que ça permet de faciliter l'accès à l'information, ça permet de démocratiser l'information. Donc, nous aussi, on va le faire. Donc, ce que Abidjan a fait, on va appeler ça un réseau local, bien sûr. Et Boaké, à leur niveau, ils ont mis en place la même infrastructure. Donc, il y a un réseau local à Abidjan qui connecte tous les ordinateurs d'Abidjan. Il y a un réseau local à Boaké qui connecte tous les ordinateurs à Boaké. Maintenant, eux, ils ont leurs informations totalement séparées et Abidjan aussi a ses informations totalement séparées. Si jamais on se dit qu'on va supposer que c'est les postes de police, ils trouvent que c'est important qu'il y a un besoin de partager les informations qu'ils ont dans leurs ordinateurs avec le poste de police de Abidjan. Donc là, on va connecter les deux réseaux. Donc, on a un réseau à Boaké, un réseau à Abidjan. On va connecter les deux entre eux. À partir de moment, on a deux réseaux connectés qui deviennent aussi un réseau. À partir de ce moment-là, on a déjà notre Interconnected Network. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est une ébauche d'Internet à l'échelle citadine, à l'échelle urbaine, on va dire, donc entre deux villes. Et supposons que progressivement, il y a d'autres villes, Yamoussoukro et ainsi de suite, qui vont adopter. Là, donc, on suppose que là, l'Internet est en train de grandir jusqu'à ce que toute la Côte d'Ivoire soit couverte par cette infrastructure. Maintenant, supposons qu'on est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et supposons que leurs voisins de l'Ouest, à l'Ouest, ça, je crois que c'est le Libéria et la Guinée, si je ne me trompe pas. Donc, supposons que leurs voisins, vous pouvez me corriger si je me trompe. Supposons que leurs voisins de là, ils vont trouver que le projet il est intéressant. Eux aussi, ils ont commencé à le lancer. De la même chose, on va, le voisin à l'Est, ça c'est le Ghana, je suppose. Donc, ils ont commencé de Accra, ils ont débarqué à Kumasi et Cape Coast jusqu'à ce que tout Accra soit connecté. Et là, on a Côte d'Ivoire qui est connecté et le Ghana qui est connecté. Et aussi, ils vont décider de connecter les deux entre eux. Là, on a un réseau, on a deux réseaux à l'échelle nationale maintenant qui sont connectés entre eux. Ça devient aussi un plus grand réseau, donc une plus grande ébauche d'Internet. Et ainsi de suite, on va au Togo, on commence par Lomé, on monte un petit peu vers le nord, à Takpamé, Palimé, à Takpamé, jusqu'à arriver à Daparan. Là, on peut continuer. Il y a le Bénin à côté qui prend, ou nos voisins du nord du Burkina Faso, donc Ouaga, ils commencent et ça prend jusqu'à ce que tout le pays soit connecté. Et je crois qu'à partir de là, vous voyez déjà où je vais en venir. Et à ce niveau, ça augmente jusqu'à ce que toute l'Afrique soit connectée entre elles. Donc, l'Afrique devient un petit réseau. Et on a à côté l'Europe aussi qui est un petit réseau. Ça s'étend en Asie et en Amérique. Donc, ça, jusqu'à ce que tout est connecté. Et là, on a l'Internet. Et maintenant, on a l'Internet sur le plan global.
sur le plan mondial. Et bien sûr, on pourrait à partir de là redescendre à petite échelle. Donc là, moi, j'ai fait le chemin en sens inverse, mais on pourrait faire la même chose. Et ça, c'est globalement ça l'Internet. Donc, comme je l'ai dit, j'aime les histoires parce que en partant d'une fausse analogie, on arrive facilement à planter le décor. Maintenant que le décor est planté, on revient à la vraie histoire. Donc, Internet, initialement, c'était un projet des États-Unis, donc de la DARPA. Et la DARPA, c'est la défense, c'est une subdivision de la défense des États-Unis qui est chargée de plusieurs projets technologiques. Donc, et initialement, ça a commencé dans les années 60 et ça s'appelait ARPANET. Donc, ARPA, je crois, ça veut Advanced Research Project Agency. Donc, c'était ça pour certains projets de la défense. Donc, ça voulait dire le réseau de l'ARPA. ARPANET. Et initialement, c'était militaire. Ensuite, ça s'est répandu aux universités, puis aux institutions financières parce que pas tout le monde avait un ordinateur à l'époque. Donc, sans ordinateur, ça ne servait à rien de se connecter à Internet. Il n'y avait pas de téléphone. Donc, en fait, pas de smartphone. Il y avait les téléphones, mais pas les téléphones qu'on connaît aujourd'hui. Et progressivement, ça s'est démocratisé au grand public. Et dans l'Internet, il y a comment ça fonctionne. Ça, c'est simple. On a le réseau tel qu'on le connaît et dedans, il y a des nœuds. Donc, les deux nœuds, c'est les ordinateurs et les infrastructures d'interconnexion. Dans les ordinateurs, il y a ce qu'on appelle les serveurs, donc ceux qui détiennent l'information qu'on veut ou bien la substance qu'on veut. Dans notre cas, tel qu'on vient de le présenter, on peut prendre comme serveur. Un serveur, c'est l'ordinateur principal, l'ordinateur central qu'il y a dans un poste de police. Donc, c'est ça qui regroupe tous les fichiers de la population, l'état civil, leur état de, comment dire, leur état de casier et ainsi de suite, l'état civil. Donc, on suppose que le statut matrimonial en fait partie. Et là, ça, c'est un serveur. Et pour accéder à ces informations, donc prendre ces informations et les mettre à jour, on a les clients. Ça, c'est l'architecture basique d'Internet. Donc, on a un serveur qui s'occupe du travail central du réseau, on va dire, donc qui englobe toutes les informations. Et il y a les clients qui viennent piocher. Donc, ils prennent ce qu'ils veulent, ils mettent ce qu'ils veulent, et ensuite. Et entre eux, il y a un protocole pour communiquer. Donc, dans la messagerie aujourd'hui, on utilise quoi aujourd'hui et WhatsApp qu'on a utilisé pour mettre en place cette réunion avant de se connecter. Donc, ça, déjà, WhatsApp, ils ont leur centre de données, leur data center, où ils ont de gros serveurs pour stocker nos messages. Bon, ils ont dit qu'ils ne stockent pas, ça transite par le truc là, mais c'est quand même stocké temporairement. On pourrait parler du sujet plus tard si vous voulez. Donc, il y a ça c'est la messagerie ou bien les mails. Les mails, par contre, c'est stocké. Donc, ça part sur le serveur, il est stocké. Donc, lorsque vous vous connectez, votre client sur votre téléphone va s'occuper de récupérer ces informations-là et de vous le remonter. Et bien sûr, il y a le browsing lorsqu'on navigue sur des sites comme Google pour utiliser les moteurs de recherche pour accéder aux informations. Donc, ça, c'est en gros un petit peu, ça, c'est l'Internet. L'Internet des objets maintenant. Donc, tout à l'heure, on a dit l'Internet, c'est globalement les humains qui utilisent le réseau pour communiquer entre eux. Et pendant longtemps, ça a été ainsi. Donc, on ne parlait pas d'Internet des objets. Donc, si les humains utilisaient Internet pour communiquer entre eux, lorsqu'on va dire Internet des objets, ça veut dire que les objets aussi parlent entre eux. Donc, c'est ça la question que j'ai mis en petit caractère. Est-ce que des objets se parlent? Donc, ça, avant, il serait intéressant de définir c'est quoi un objet. J'espère que vous êtes toujours là avec moi quand même. Je vérifie rapidement parce que des fois, ça peut se couper sans que je ne le sache. D'accord. Et merci pour la confirmation. Donc, on continue. Donc, c'est quoi un objet? Là, on ne va pas revenir sur le français. Donc, un objet de la vie quotidienne qui servait à un objectif précis avant, mais qui pourrait devenir un objet, comme les gens l'appellent, intelligent ou un objet connecté. Intelligent, là, ça dépend de ce qu'on appelle par intelligence. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'exemple de la prise électrique dans notre mise en situation. Et on a parlé du cas de Mazout MA, où une voiture ou bien un réservoir banal est devenu un objet connecté. Donc, principalement, lorsqu'on parle d'objet, ça veut dire quelque chose qui sera connecté à Internet plus tard, donc un objet connecté, mais elle sera connecté pour remplir une fonction. Donc, soit il mesure une grandeur physique qu'il va reporter,
ou bien il a, comment dire, c'est un actionnaire, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, dans ce cas précis, on parlait de la prise électrique. Si on voudrait couper cette prise électrique-là, il faudrait qu'il y ait quelque chose connecté à la prise pour que si on envoie le signal pour couper, lui, il va s'actionner et couper tout simplement l'alimentation. Donc, tout d'abord, généralement, il y a un capteur. Donc, on a cet objet-là électronique, bien sûr, auquel on ajoute un capteur. Donc, ça, ce serait pour capter une grandeur physique, par exemple. Tantôt, dans l'exemple de la voiture, ce sera un capteur. Ça dépend de l'approche qu'on va utiliser. Donc, il y a les capteurs de capacité pour mesurer le niveau du liquide. Il y en a qui se basent sur l'ultrason, d'autres sur l'induction. Ça dépend. Donc, mais forcément, on aura besoin d'un capteur. Et ce capteur-là, bien sûr, il va reposer sur un matériel. Là, si je dis matériel, c'est hardware en anglais, comme on dit. Donc, l'ordinateur, c'est un hardware. On peut prendre un petit microcontrôleur. Donc, je crois qu'on a beaucoup de spécialistes du système embarqué ou qui sont dans le cursus, en tout cas, du système embarqué avec nous. Donc, matériel, ça peut être une petite carte Arduino, un SP32, un STM ou bien une carte Raspberry Pi. Là, ça peu importe. C'est pas vraiment important. Mais quand même, c'est ce matériel-là sur lequel auquel sera connecté le capteur. Et ensuite, on aura notre firmware. Le firmware, c'est, pour pas dire le software. Le software, c'est un peu gros. Le software, c'est ce qui tourne vraiment souvent dans nos ordinateurs. Et le firmware, à ce niveau-là, c'est ce qui tourne dans ces petits systèmes électroniques. Donc, c'est le Word, donc c'est le code, quoi. Mais qui va tourner dans ces petits systèmes-là. On a le firmware. Et bien sûr, comme moi le disais tantôt, dans l'exemple de notre prise connectée, il faut une connectivité à Internet. S'il n'y a pas de connectivité, ça demeure juste un objet de la vie quotidienne, comme c'était avant. Donc, il faudrait forcément que ce soit connecté à Internet. Donc, ça, c'est un objet. On s'est mis d'accord sur la définition d'un objet. Maintenant, encore une petite histoire, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore les histoires. Mais celle-là, je ne l'ai pas inventée. C'est connu comme la première apparition du terme Internet des objets. En ce moment-là, et ça date de 1982, mais en ce moment-là, on parlait pas encore d'Internet des objets. Mais c'est quand même considéré comme le tout premier objet qui a été connecté à Internet, à part les ordinateurs. Et bien sûr, le titre, c'est The Only Coke Machine on the Internet. Ça, vous pouvez, je crois que il y a un article Wikipédia là-dessus, si je ne me trompe pas, ou quand même ça fait partie d'un article Wikipédia. Et ça remonte, bien sûr, comme je viens de le dire, en 1982 à l'université Carnegie Mellon aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et là, c'était une histoire totalement banale. Donc, il y avait une machine à Coke, donc Coca-Cola, hein, comme ils appellent. Donc, il y avait la machine, le distributeur automatique de Coca-Cola, quoi. Donc, il y en avait un seul et il y avait plusieurs étages. Donc, tantôt, les gens travaillent, ils sont fatigués ou bien ils ont juste envie de se détendre un petit peu. Ils vont descendre vers la machine, mettre leurs pièces, prendre le Coca et boire la canette. Après, ils jettent la canette, bien sûr. Il arrive des fois où quelqu'un peut venir du 3e, du 4e étage ou de l'autre côté, de l'autre bout du campus, venir trouver qu'il n'y a pas de coca dans la machine. Il dit, mais si je savais qu'il n'y avait plus de bouteilles de coca, je me serais épargné toute cette peine-là de marcher, je ne sais pas, un demi-kilomètre, juste pour venir trouver qu'il n'y a plus de coca. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, il y avait des geeks, des nerds sur le campus. Ce qu'ils ont fait, on est en 82, les réseaux mobiles, ce n'était pas encore ça, mais ils ont quand même utilisé l'Ethernet. Donc, ils ont pris une carte Ethernet qu'ils ont connectée au distributeur. Donc, il y avait un capteur déjà pour détecter est-ce qu'il y avait encore des canettes de coca dans le distributeur ou pas. Une fois que c'est détecté, en ce moment, ils ont construit un petit système, donc un petit site web et avec un back-end qui va recevoir cette information. Et s'il y a des développements web parmi nous, donc ils vont confirmer. Et bien sûr, il y a un front-end qui affiche toute cette information-là. Et bien sûr, tout le monde sur le campus, ils peuvent se connecter au site web pour consulter est-ce qu'il y a encore des coca disponibles ou pas. Donc, c'est ça la petite histoire de Only Coke Machine on the Internet. Et en ce moment, ouais, c'est ça veut dire quoi? C'était la seule machine ou bien le seul distributeur de Coca-Cola au monde qui soit connecté à Internet. Et je trouve ça intéressant parce que tel que je vais le présenter tout à l'heure, de la 1G à la 5G, toutes les évolutions ont été motivées par un besoin. En tout cas, c'est les évolutions que je juge
qu'on juge, je suppose que à votre niveau, vous serez d'accord avec moi. C'est les évolutions qu'on juge nécessaires. S'il n'y a pas un besoin, c'est même pas la peine de pousser les choses à bout. Donc là, c'était un besoin et ils ont résolu le problème en connectant la machine à Internet. Donc, c'était ça pour la petite histoire. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On a des objets en réseau un petit peu partout, des lampes, il y a des gens qui parlent de maisons connectées. Et bien sûr, tout à l'heure, je vais présenter une panoplie d'applications. Et les maisons connectées, ça n'en fait pas partie. On ne va pas parler de maisons connectées dans ces quatre séances de cours. En tout cas, pas de la manière dont vous les appréhendez, parce que, je sais pas, là, on a parlé de LP1 et les maisons connectées ne rentrent pas vraiment dans. Bonsoir tout le monde. Certainement, le tuteur a un problème de connexion. On va juste patienter quelques temps, le temps qu'il résout son problème et qu'il va se connecter avec. Je vous demande de patienter un peu. Merci.
Désolé les gars, comme je le disais, c'est ça l'inconvénient du partage. Lorsque ça se coupe, je ne m'en rends compte même pas. Donc moi, j'ai continué à parler dans le vide. Donc encore désolé. Quelqu'un peut me rappeler à partir d'où ça s'était coupé? S'il vous plaît, vous êtes là? L'Internet des objets. Oui, alors la partie Internet des objets, attends, je repartage rapidement. J'étais vraiment à fond dans mon délire, hein. J'ai même pas senti que c'était coupé. Donc là, c'est partagé. Et alors, si vous reconnaissez là où ça s'était coupé, Oui, c'est ici. ici. Oui. Oh, j'aime cette histoire-là. Donc, alors, là, là. Du coup, au tout début, ou bien, j'ai pas fini l'histoire avant que ça ne se coupe. Je pense que c'était sur l'histoire de Des canettes. distributeur Internet, Pardon? le distributeur de canettes. D'accord. Oh, ok, l'histoire était finie. Donc, j'avais dit que c'était quand ils l'ont connecté à Internet, ils ont créé un site web. Alors, donc, Oui, j'avais oui. pas. Ok, donc là, on pourra continuer. Merci à vous, les gars. Et désolé pour cette interruption. Ça, c'est les choses qu'on ne prévoit pas, malheureusement. Donc, à mon niveau, je pourrais rien y faire. Mais on va continuer rapidement. Donc, on a encore quelques minutes avant de passer aux questions. Donc, je retourne à la présentation. Yeah. Voilà, donc, The Only Cook Machine on the Internet. Là, donc, ouais, je disais ici que depuis ce temps-là, il y a le concept même de l'Internet des objets, ça a vraiment évolué. Et aujourd'hui, il y a des lampes qui sont connectées, des voitures. Et bien sûr, parlant de lampes, là, on va rentrer dans les lampes, c'est forcément dans la maison ou peut-être l'éclairage public, mais surtout la maison. Et là, ça rentre dans ce qu'on appelle la domotique. On ne va pas parler de domotique dans ces 4 séances de cours parce que ça ne rentre pas vraiment dans le cercle d'intérêt. Le pourquoi on veut parler de LP1. S'il y a des gens qui intéressent, s'il y en a que ça intéresse la domotique, on pourra toujours revenir là-dessus. Mais pour ces 4 séances, on ne va pas vraiment parler de domotique. Et bien sûr, pour les voitures, ces voitures-là sont truffées de capteurs aujourd'hui. Donc, c'est toujours possible de les connecter directement à Internet, soit pour suivre leur localisation en temps réel. On a parlé de Mazout, qui en soi c'est pas vraiment la voiture elle-même qui est connectée, mais une partie de la voiture. Mais les voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui en conduite automatique, lorsque leur processeur embarqué n'est pas suffisant pour exécuter certains calculs nécessaires à la conduite, on peut toujours se référer au cloud. Et là, il faudrait que ce soit connecté. Il y a les systèmes de surveillance qui, avant, étaient en circuit fermé, donc ce qu'on appelait les CCTV. Avant les caméras de surveillance, on ne pourrait y accéder que localement. Aujourd'hui, tu peux accéder à une caméra de surveillance de n'importe où sur Internet. Et bien sûr, on a les réseaux de capteurs. Et ça, par contre, ça rentre totalement dans le cadre de notre formation. Donc là, ouais, comme je le disais tantôt, dans l'IoT, il y a beaucoup de domaines. Donc, la domotique qu'on ne va pas aborder. Et il y a les objets portables, donc peut-être les trackers d'activité physique, les montres connectées telles qu'on aime les appeler, les pacemakers, par exemple, ça rentre dans le domaine médical. Donc, un patient qui a un pacemaker intelligent, entre griffes, ça permettrait à son médecin de savoir à la seconde près si jamais il y a un souci avec ce pacemaker-là. Et bien sûr, il y a le domaine des objets industriels et il y a toute une sous-catégorie dédiée à ça, le Industrial Internet of Things, donc Internet des objets industriels, et qui regroupe les capteurs de production et les capteurs qui permettent de suivre l'état des machines pour pouvoir prévoir de la maintenance prédictive et ainsi de suite. Et bien sûr, de manière générale, il y a des capteurs qui permettent de suivre l'intégrité structurelle des bâtiments. Donc, on va fourrer tout un ensemble de capteurs dans les bâtiments pour savoir à tout moment est-ce que ce mur-là n'est pas trop penché, est-ce que c'est pas sur le point de tomber, est-ce que tout le bâtiment est toujours en état. Il y a des capteurs qui permettent de suivre les activités sismiques pour pouvoir prévoir les séismes à l'avance. Et bien sûr, il y en a qui sont utilisés dans la surveillance des forêts. Ça rentre toujours dans le cadre de réseaux de capteurs dont j'ai parlé tantôt. Et ça, on aura beaucoup l'occasion de le développer dans nos 2e et 3e séances. Éventuellement, la 4e séance, ça dépendra.
Maintenant, comme je le disais tantôt, oui, on a parlé on sait maintenant c'est quoi un objet. Ça, je suis sûr que vous avez suivi avec moi. On est à peu près sûr de savoir c'est quoi l'Internet des objets. On a vraiment évidemment parlé de l'Internet. Mais ce qui permet de nous connecter le plus aujourd'hui à Internet, c'est les réseaux mobiles. Donc, de la première génération jusqu'à la cinquième génération, on va essayer de voir un petit peu le cheminement, comment ça s'est fait, et le pourquoi on est passé d'une génération à une autre. Donc, en sous-titre, j'ai mis une évolution motivée par le besoin. Parce que, comme je le disais tantôt, s'il n'y a pas un besoin, je sais pas vraiment la peine de pousser. Donc, on va tout de suite commencer par la première génération. J'espère que là, vous êtes toujours avec moi. Ah oui, on est là. Donc, on va commencer par la première génération qui était totalement dédiée à la voix. Quand je dis à la voix, c'est la téléphonie. Donc, on ne faisait qu'appeler avec et le réseau était totalement analogique. Le problème principal, c'est que c'est extrêmement difficile de sécuriser un réseau analogique comparé à aujourd'hui où à peu près tout est numérique. Donc, on peut appliquer de la cryptographie avant même de transmettre les données, que ce soit de la voix, que ce soit des fichiers multimédia. Donc, c'était ça le problème principal de la première génération. Ensuite, on est passé à la seconde génération. Et bien sûr, toutes les générations, à peu près, ils ont des normes qui sont appliquées. Donc, la 1G, je crois qu'il y a des normes que je n'ai pas réussi à retrouver pour remettre ici. La 1G est assez vieux. Donc, on avait la 2G qu'on appelle communément GSM. Souvent, on dit numéro GSM, numéro GSM. Et ça vient de là. Et donc, la 2G a introduit, bien sûr, le réseau est devenu totalement numérique et ça a introduit de manière supplémentaire les services de SMS. Donc, les SMS sont apparus avec la 2G, donc avec le GSM. Et ensuite, en ce moment, il y avait déjà l'Internet, bien sûr, mais et on s'est rendu compte qu'il y avait du progrès. Les batteries sont devenues plus persistantes. On a réussi à les rendre un petit peu plus petites. Les écrans sont devenus un petit peu plus lourds. Les matériaux étaient devenus moins coûteux. On a réduit la taille du téléphone. Pourquoi pas essayer d'offrir l'accès à Internet au téléphone mobile? Donc, c'est avec ça qu'était apparue maintenant la 3G. Avec la 3G, on avait l'accès à Internet à travers les réseaux mobiles. Avant, ce n'était pas possible. Donc, pour accéder à Internet, il fallait forcément un modem, un réseau, ce qu'on appelait les réseaux résidentiels. Donc, il faut être connecté par le câble, quoi. Pas possible avec les réseaux mobiles. Donc, et oui, la norme là-bas, c'était l'UMTS. Je crois qu'il y avait d'autres normes comme le CDMA 3000 peut-être. Si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra toujours revenir là-dessus. Mais on avance quand même pour pouvoir boucler à temps. Et ensuite, le réseau à 3G, c'était assez bien. Mais on s'est dit qu'il y avait quand même un manque de débit parce qu'il y a plusieurs cas de services, de nouveaux services qui sont apparus, notamment le streaming. Donc, visionner des vidéos à la demande. Il y avait YouTube, par exemple, était à pleine expansion et le besoin s'est fait sentir de pouvoir offrir un plus haut débit. C'est en ce moment-là que je crois qu'il y avait l'essor du gaming aussi. Donc, ensuite, le réseau est passé de la 3G à la 4G. Et la 4G, la norme, c'était le LTE. Et je crois que LTE, c'est Long Term Evolution. Donc, et la 4G est restée jusqu'à 10 ans plus tard, en 2020, il y avait la 5G qui était apparue. Et là aussi, ça a été motivé par de nouvelles classes d'applications qui nécessitaient la faible latence. Donc, je crois que depuis plusieurs années, on parle de médecine à distance, conduite à distance, ce genre de choses, surtout la médecine. On entend ça dans les journaux, dans les médias, dans l'actualité de temps en temps, qu'un médecin quelque part a réussi à opérer un autre médecin quelque part. La précision qu'il faut pour que lorsqu'un humain bouge son doigt quelque part, un autre robot aussi bouge son doigt à la sub-seconde, à peu près une sous-seconde de latence, une sous-seconde de délai. Il faut vraiment que le réseau qui va supporter ça soit vraiment, vraiment à faible latence. Donc, il ne faudrait pas que l'information tarde d'un point à un autre. Et ça, même avec la 4G, ce n'était pas possible. Il y avait des réseaux dédiés. Avant la 5G, ils essayaient, mais il y avait des réseaux spécifiques qui n'étaient dédiés que pour ça. Avec la 5G maintenant, la 5G, bien sûr, la norme, c'est New Radio, nouvelle radio, parce que ce qui se fait aujourd'hui avec la 5G est totalement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'alors, de la première génération jusqu'à la quatrième génération. Donc, ils ont baptisé la 5G New Radio, la nouvelle radio. Et aussi, la 5G est la première norme à introduire dès le départ un support pour l'Internet des objets. Donc, c'est la première norme et a dès le départ spécifié qu'il y a une partie de mes services qui sera totalement dédiée
à l'Internet des objets, aux objets connectés. Et ça s'appelle le MMTC, donc Massive Machine Type Communication, donc communication de type machine, donc les objets, mais vraiment massifs. Donc, vraiment dense, quoi. Il y a des millions et des millions d'objets qui pourront être connectés à Internet. Et bien sûr, là, j'ai présenté les principales itérations, mais entre deux normes, il y a toujours des itérations différentes. Par exemple, de la 1G à la 2G, non, je crois que c'est plutôt de la 2G à la 3G, par exemple, on avait la 2,5G qui était le GPRS et la 2,75G qui était le Edge. Je crois que tantôt, lorsque vous êtes connecté à la 3G et que la connexion diminue un peu, vous allez voir un E qui va apparaître. Ça veut dire que là, vous avez quitté la 3G, vous avez basculé en Edge. Et entre la 3G et la 4G, je crois, oui, il y avait aussi le 3,5G qui était le HSPA et le 3,75G qui était le HSPA+. Donc ça aussi, lorsque vous êtes connecté en 4G et que tantôt le réseau bascule un petit peu, le début diminue, vous allez voir un H ou bien un H+, qui va apparaître. Donc là, vous êtes soit en 3,5G ou 3,75G. Donc, c'est un petit peu ça pour les réseaux mobiles. Maintenant, ça, c'est présenté. On va voir pourquoi ces réseaux-là ne sont pas vraiment adaptés à l'Internet des objets tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et aussi, toujours en sous-titre, tout est une question d'optimisation. On pourrait les utiliser, mais ils ne sont pas optimisés. Ils ne sont pas faits pour ça parce que ces réseaux n'ont pas été designés, n'ont pas été conçus avec l'Internet des objets en tête. Donc là, oui, on veut connecter des capteurs, des réseaux de capteurs, des objets à Internet. Donc là, on a deux principaux objectifs. C'est la couverture. Déjà, il faudrait que le réseau qu'on va adopter puisse couvrir une large zone pour qu'on n'ait pas à répéter les infrastructures et que la consommation soit faible. Pourquoi faible? Tantôt, je vais juste vérifier que vous êtes toujours là et que moi aussi je suis là. OK, c'est le cas, donc on y retourne. Donc, tantôt, j'avais parlé de activité sismique. Pour pouvoir vérifier, surveiller en temps réel l'activité sismique d'un sol, on va truffer cette zone-là de capteurs, de petits capteurs. Donc, on a les capteurs connectés à un microcontrôleur et avec un module de transmission. Si on met un objet dans le sol, c'est pas pour venir le remplacer au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de quelques mois. Et ce qui pourrait nous obliger à vouloir remplacer cet objet, notamment, c'est la batterie. Parce que c'est pour ça que j'avais proposé la mise en situation tout à l'heure. Qu'est-ce qui consomme le plus dans la batterie dans nos téléphones? Et la réponse, évidemment, c'était la connectivité réseau. Donc, on ne va pas mettre un objet dans le sol et utiliser le réseau cellulaire pour pouvoir remonter les informations. Parce que si on fait ça, en à peine une journée, la batterie de l'objet sera à plat et on va devoir aller ouvrir le sol ou bien, je ne sais pas, faire un grand trou pour changer la batterie de tous ces objets-là. Ce n'est pas viable. Déjà, en premier, ici, on a l'Ethernet. On ne peut pas utiliser l'Ethernet parce que l'Ethernet, c'est un protocole filaire. Et lorsque les objets sont dans le sol, c'est mieux si c'est sans fil. Comme ça, on ne va pas y toucher. Et on ne risque pas de couper la connexion lorsque on va faire passer, je ne sais pas, un équipement de chantier ou bien une voiture va passer dessus. Ensuite, on a le Wi-Fi. Le Wi-Fi pourrait le faire. Le problème, c'est, encore une fois, la consommation en un et aussi la couverture. Si on prend un réseau Wi-Fi ou bien avec une seule antenne Wi-Fi, au max, ça peut atteindre une centaine de mètres. Ça, c'est de manière standard. Donc, sans le booster ni rien du tout, au moins, ça va atteindre une centaine de mètres. Et ça, ce n'est pas vraiment convenable. On ne peut pas l'utiliser pour couvrir une grande zone. Le Bluetooth, c'est encore pire. Le Bluetooth, bien sûr, ça consomme moins que le Wi-Fi, mais sa portée, c'est quoi? Une dizaine de mètres, une vingtaine et grand max. Donc, on ne va même pas parler de ça. Le Bluetooth et le Wi-Fi, éventuellement, sont utilisés dans la domotique. Là, on ne se soucie pas vraiment si ça se décharge au bout d'une semaine. Une semaine, c'est beaucoup. Un mois, on est content. Mais dans le cadre des objets enfouis dans le sol ou bien enfouis dans les murs d'un bâtiment, c'est totalement inconcevable. Et bien sûr, on a maintenant la 3G, la 4G ou la 5G qui offre la couverture réseau comme il faut. Normalement, si le réseau est bien déployé, ça couvre plusieurs villes, mais ces réseaux aussi consomment plus, ça consomme encore plus que le Wi-Fi. Donc, encore une fois, la 4G et la 5G ne sont pas des solutions convenables pour l'Internet des objets.
industrielle telle qu'on la conçoit et telle qu'on le conçoit actuellement. Et bien sûr, il y a d'autres protocoles qui se désolidarisent totalement de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'avant. Donc, par exemple, il y a le Zigbee aussi qui pourrait le faire. La consommation est assez modérée. Il y a toujours un problème de portée qui peut être résolu en mettant plusieurs capteurs pour constituer un réseau en soi. Mais même le Zigbee ne permettait pas de résoudre le problème tel qu'on le rencontre. Donc, là, je crois que je viens de couvrir ce slide déjà. Donc, on a un environnement sensible, inaccessible, comme le sol, par exemple, ou les murs avec les capteurs sismiques. Donc, on ne peut pas changer les batteries comme on veut. Donc, il faudrait qu'il y ait le réseau qu'on va utiliser pour remonter les informations, soit à faible consommation. Ça, c'est un. Et la couverture, il faudrait qu'elle soit assez large, assez portée pour pouvoir couvrir la zone qu'on veut. Donc, avec ça, maintenant, on passe au LP1. Comme je le disais depuis le début, le LP1, ça se définit comme un réseau. La portée est assez grande, mais la consommation est faible. Donc, LP1, c'est en anglais, c'est Low Power Wide Area Network. Donc, ça, c'est les LP1. Et le pourquoi les LP1 sont importants? Eh bien, ça, c'est une architecture standard du réseau mobile. Le réseau qu'on utilise tous les jours. Si je veux passer un appel tout à l'heure, oui, lorsque je lance mon appel, le signal, ça va arriver à l'une des stations de base, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Il y a des stations de base un peu partout dans la ville. Si jamais il n'y a pas de station de base dans les alentours, là, on dit que cet endroit n'est pas couvert. Et là, ça devient tout de suite un problème parce qu'on ne peut pas passer d'appel, on ne peut pas accéder à Internet, on ne peut pas envoyer des SMS. Et bien sûr, toutes ces stations de base sont regroupés entre eux, sont interconnectés par un petit serveur, un petit commutateur qui a été installé par l'entreprise de télécommunications, bien sûr. Et ce serveur-là aussi ce commutateur aussi va remonter toutes ces informations, tous les signaux qu'il reçoit, faire un plus gros serveur et ainsi de suite. Souvenez-vous de ce que j'ai présenté au début quand on essayait de connecter tout Abidjan et ensuite Bouaké, ensuite Yamoussoukro et toute la Côte d'Ivoire, ensuite connecter toute l'Afrique et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près la même chose. Et maintenant, là, dans le réseau habituel, on avait les services qui étaient supportés comme principalement la voix. Donc, depuis la 1G, le réseau était toujours porté voix parce qu'il faut pouvoir passer des appels. Ensuite, le haut débit, maintenant avec la connectivité à Internet et les services comme le streaming, le gaming et ainsi de suite. La connexion continue. Donc, bien sûr, lorsqu'on utilise les réseaux mobiles, là, on ne parle pas de connexion Internet, on ne parle pas de la data, mais à tout instant, on est toujours connecté au réseau si on est dans une zone où il y a une couverture réseau. C'est ça qui permet lorsque je vais recevoir un appel, supposons, et moi, je suis dans ma ville, ici, il y a quelqu'un dans une autre ville, lorsque cette personne va lancer un appel, c'est ça qui permet au réseau de savoir où je me situe avec mon téléphone mobile et le réseau va pouvoir orienter l'appel vers moi. Donc, il faut pouvoir à tout instant être connecté en continu au réseau. Et cette continuité-là, cette continuité de connexion, ça s'établit par les signalisations. Donc, de temps en temps, mon téléphone, il envoie des signaux aux stations de base qui sont dans la zone. Et c'est ça qui fait que même si vous ne consommez pas même si votre connexion n'est pas active, même si votre écran est éteint, et que même si toutes les tâches de fond sont coupées, votre batterie va continuer quand même par diminuer. Légèrement, bien sûr, mais ça va toujours diminuer parce qu'il y a cette signalisation-là qui est toujours en cours. Donc, l'antenne, le système de radiocommunication dans votre téléphone, ça envoie des signaux en continu. Et bien sûr, ça permet de faire le handover parce que je disais tout tantôt, je suis dans ma ville et si le réseau doit savoir où je suis pour pouvoir passer l'appel et pour pouvoir aiguiller l'appel vers moi. Supposons que je me mette à me déplacer, donc je vais sortir de la zone de couverture. Il y a une autre antenne qui va prendre le relais. Il y a une autre station de base qui va prendre le relais. Donc, il faudrait que cette antenne-là puisse me confier à une autre antenne. Il faudrait que cette station de base puisse me confier à une autre station de base. Et ça, on l'appelle le handover. Donc, je prends et je donne à l'autre. C'est en quelque sorte, ça, c'est l'une les principales caractéristiques des réseaux mobiles tels qu'on les connaît aujourd'hui. Maintenant, face à ça, il y a tous ces problèmes que je viens d'énoncer. Donc, et toutes ces caractéristiques-là, c'est ça qui fait que les réseaux consomment beaucoup.
Maintenant, si on revient dans le cadre de l'IoT, l'Internet des objets principalement et industriel, ça n'a pas besoin de toute cette panoplie d'attirail, tous ces mécanismes en place. Vraiment, à part la sécurité, le reste, ça ne nous intéresse pas dans le cadre de l'Internet des objets. Et pourquoi? Parce que si on reprend toujours l'exemple de la surveillance des activités sismiques, donc des cafouilles et des capteurs, pardon, enfouis dans le sol, au plus, ces capteurs-là vont relever leurs informations quelques fois par jour. Même 5 fois ou 10 fois, c'est beaucoup. Parce que supposons qu'on configure ces capteurs-là à renvoyer des informations chaque heure. Donc, on va dire 24 fois dans la journée au plus. Et les informations-là, c'est quelques octets au maximum. Parce que si on prend, supposons qu'il va prendre, comment dire, la vibration du sol, peut-être la température, peut-être à quel point le sol est humide, et on suppose que ces valeurs-là, c'est des floating points, donc des valeurs décimales. Au plus, on va atteindre 24 octets, par exemple, pour 4 valeurs. Si on suppose que 6 valeurs, si on suppose que chaque valeur, c'est une seule octet, comment dire, un floating point codé sur 4 octets. Donc, quelque chose comme ça. C'est pour vous dire que le réseau ne consomme pas, les objets du réseau, Internet des objets, n'ont même pas besoin de reporter des informations assez souvent. La plupart de ces objets ne bougent pas, elles sont statiques. Donc, on n'a même pas besoin du handover. On n'a pas besoin d'envoyer des signaux en continu. Ces objets ne reçoivent pas d'appel, donc on n'a pas besoin de savoir où ils se trouvent. Ce qui veut dire qu'on reprend l'architecture du réseau tel qu'on le connaît et on va enlever tout ce qui fait que la consommation est importante. Donc, ce qu'ils ont essayé, bien sûr, la 4G telle qu'on le connaît ne peut pas, la 4G telle qu'on la connaît ne peut pas assurer cette fonction, la 3G non plus. Donc, ce qui a été fait premièrement, c'est, OK, on prend ça et on enlève ce dont on n'a pas besoin. Donc, on va créer un petit réseau haut débit. Mais vu que l'architecture réseau est déjà en place, on ne va pas remplacer toutes les stations de base. Elles sont là pour assurer la communication. Donc, on va utiliser les mêmes stations de base, mais implémenter de nouveaux services dessus. Donc, la première approche, ça a été quelque chose qu'on appelle le NB-IoT, Narrowband IoT. Donc, ce sera une communication à faible débit, et vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup de débit, la bande de fréquence qu'on utilise, ne vous inquiétez pas si ça paraît comme un terme technique, ça on va en parler, on va l'aborder dans la séance prochaine. On ne va vraiment pas faire technique, mais on va juste définir ce que c'est, pourquoi c'est important. Vu que c'est faible débit, la bande de fréquence qui est utilisée est vraiment très, très, très mince. La communication se passe sans consommer beaucoup d'énergie comme il faut. Donc, le NB-IoT, c'était la première approche. Il y a l'autre qui est le LTE-M. Vous aurez reconnu le LTE de la 4G dedans. Donc, le LTE-M, qui est aussi une autre itération du réseau consacrée au réseau IoT, mais qui consomme légèrement plus que le Narrowband IoT, parce que ça prend en compte la mobilité. Donc, il faut pouvoir savoir où se trouve le capteur. Et le débit est assez moyen comparé au NB-IoT. Donc, le débit est légèrement plus élevé. Donc, forcément, ça va consommer beaucoup plus. Et il y a aussi, ça permet de prendre en compte la voix. S'il y a des applications qui n'en ont pas besoin, donc, ils ne vont pas l'utiliser. Et maintenant, le cas qui nous intéresse, nous, ce sera dans ce qu'on on va appeler... alors, il y a une technologie qui s'appelle LoRa. Ça, c'est la technologie sur laquelle je travaille dans mon doctorat, dans ma thèse de doctorat. C'est ce que, quand même, je l'étudie et je travaille dessus à peu près tous les jours. Donc, ça, on va beaucoup plus parler de ça. On ne va pas dire vraiment ce que je fais dans mon doctorat, mais ce à quoi ça peut servir dans nos contextes, nos problèmes actuellement en Afrique. Et il y a un autre réseau qui s'appelle Sigfox. Donc, ces deux réseaux-là sont un autre paradigme totalement. On va voir dans la séance prochaine que l'approche est totalement différente de ce qui s'est fait avec le Narrowband IoT et le LTE-M. On va totalement laisser tomber le réseau tel qu'on le connaît et on va remplacer les stations de base par ce qu'on va appeler les gateways. Ça veut dire quoi? Donc, on va utiliser quelque chose qui va faire le pont entre nous, notre réseau et Internet. C'est un peu comme les stations de base, mais ça va présenter une nouvelle interface de radio. Une nouvelle interface radio avec le strict minimum des fonctionnalités dont on a besoin. Et maintenant, une fois que ces passerelles ou bien ces gateways reçoivent l'information, elles vont les remonter sur Internet. Donc, forcément, derrière, ces passerelles doivent être connectées à Internet, mais vu que c'est des passerelles comme des stations de base normales, elles vont être alimentées. Donc,
le problème d'alimentation, ce n'est pas un problème pour ces passerelles, mais vu que l'interface radio est réduite au strict minimum, nos capteurs n'auront plus à consommer beaucoup d'énergie. Ce qui fait que, encore une fois, on va en discuter dans la séance prochaine, et là, vous allez voir que c'est assez intéressant. On peut prendre les piles de triple A. Les piles triple A. Je crois que vous connaissez les piles triple A, ce qu'on met dans nos télécommandes. On peut prendre une pile ou bien deux piles qu'on met dans un objet, et ça peut rester là-bas pendant des années. Si ça ne transmet que quelques octets d'informations par jour, ça peut rester là-bas jusqu'à des années, voire 2 ans, 5 ans, 10 ans, s'il respecte son programme tel qu'il a été conçu. Et ça, je trouve que c'est assez dément, c'est assez bluffant. Et c'est assez bluffant, mais ce n'est pas du bluff, c'est réel. Et là, encore une fois, on aura l'occasion d'en parler lors de la prochaine séance. Et donc, voilà, si on doit récapituler, parce que je crois que j'ai fait mon one-man show, je déteste parler tout seul, mais ça, c'était introductif, donc il fallait vraiment qu'on prenne le temps d'introduire ce qu'il faut pour pouvoir vraiment discuter de la suite ensemble. Donc là, on a introduit l'Internet comme il faut, en tout cas, je crois, du début, comment ça s'est fait, pourquoi c'était important. On a introduit les réseaux mobiles. Pourquoi c'était important de passer de la première génération à la seconde, à la troisième et jusqu'à aujourd'hui la 5G qui est déployée et la 6G qui est en train d'être annoncée. Et on a défini l'Internet des objets. Qu'est-ce qu'un objet? Maintenant, on sait à peu près ce que c'est et pourquoi ça a besoin d'être connecté à Internet. On a vu pourquoi les réseaux usuels, tels qu'on les conçoit, les réseaux standards, les réseaux traditionnels, mobiles, ne sont pas adaptés aux applications IoT en général, hormis la domotique. Hein. Je l'ai dit, on ne va pas vraiment parler de domotique. Donc là, c'est bon, on a introduit les réseaux LP1, Low Power Wide Area Network. Donc, on les a introduits et ça sera l'objet de notre prochaine séance. Ça, ce sera le samedi à la même heure. Donc, ça m'intéresse vivement d'avoir votre avis, ce que vous avez pensé de la présentation, ce que vous avez comme question, comme remarque, ce qui vous intéresserait qu'on discute avant la fin de cette séance. Donc, je vous laisse la parole à partir de ce moment et je vais retourner au chat. J'espère que j'ai plus été coupé. Hein. Alors, donc, vous êtes là. Vous êtes toujours là, les gars? D'accord. Donc, peut-être que je vais arrêter la présentation pour éviter l'effet de boucle ici. Et là, voilà, si vous avez des remarques ou des questions, soit vous allez les envoyer dans le chat ou vous levez la main et vous activez votre micro pour poser votre question. Alors, vous êtes là, vous m'entendez? Alors, ouais, bon, je suppose que là, vous êtes en train d'écrire hein, ou vous êtes en train de reformuler votre question. Et en attendant, il y a un petit message qui avait été laissé par Félix. Parfois, il y a LTE, en quoi ça consiste? Et je suppose que c'était une question lorsque je parlais des réseaux mobiles. Monsieur Félix, Monsieur Caboret. Oui, c'était ça. Ah, d'accord, je crois que j'ai répondu sans voir le chat. Je crois que j'ai répondu ou bien vous voulez que je revienne là-dessus? Bon, une brève explication de ce qui est déjà expliqué. D'accord, parce que je crois que je n'aurai pas besoin de représenter, mais chaque génération de réseau mobile adopte ce qu'on appelle une norme. Donc, la norme, ça consiste ça inclut les fréquences à utiliser. Donc, il faudrait que les fréquences sur lesquelles les stations de base vont communiquer soient standards pour que les téléphones puissent aussi transmettre sur cette fréquence-là. Autrement, il n'y aura pas de réseau. C'est ça qui permet aussi de faire que si on achète un téléphone, supposons j'achète un téléphone, vous venez de quel pays? Burkina, je crois? Oui, Burkina Faso. D'accord, donc c'est ça qui fait que j'achète un téléphone au Burkina, par exemple. Si je viens au Togo, le réseau, il marche toujours, même si je change ma carte SIM, le réseau, il va toujours marcher. Si je quitte le continent africain, ou même si je vais vers le sud, ça va toujours marcher. Si je vais sur un autre continent, le réseau en place va toujours supporter mon téléphone parce que les bandes de fréquences sont standards.
la manière de communiquer les protocoles utilisés aussi sont standards. La sécurité, la manière de crypter les données à l'arrivée et de les décrypter, et les crypter au départ et les décrypter à l'arrivée, ça aussi c'est standard. Tout ça là, ça s'appelle une norme. Et ça doit d'abord au préalable être adopté. Parce que les réseaux, il y a plusieurs personnes qui fabriquent les équipements d'interconnexion réseau. Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas? Allô? D'accord, donc il y a ce consortium-là où tout le monde se met d'accord sur les normes avant qu'ils partent fabriquer ce qu'ils sont en train de fabriquer. C'est pour faire s'assurer qu'il y aura l'interopérabilité entre ces équipements. Et dans ces consortiums-là, vous allez voir des constructeurs tels que Nokia. Bon, je crois que Nokia ne fait plus vraiment de téléphone maintenant. Donc, il y a le Nokia, Ericsson, Motorola et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a Samsung et Verizon et tout ça. Ils font partie de ces consortiums-là. Une fois que la norme est définie, elle sera adoptée. C'est ça qui fait que, et ils donnent un nom à la norme, bien sûr. Donc, quand on dit 4G, ça veut juste dire la quatrième génération. Mais le nom de la 4G, c'est le LTE, Long Term Evolution. Donc, il y a un message dans le chat, mais je crois qu'on va prendre la question de Abibata. Si vous êtes là, vous pouvez activer votre caméra et ensuite on répond dans le chat. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci au formateur pour cette brillante présentation. Ma question est la suivante. C'est de savoir la différence entre l'Ethernet et puis l'Internet. Parce que lors de votre présentation, vous avez eu à parler un peu de l'Ethernet. Donc, j'aimerais avoir plus d'explications là-dessus. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pardon, vous cherchez la différence entre l'Internet et l'Ethernet, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. L'Internet, ça quand même, on a défini. Vous êtes d'accord sur la définition de l'Internet elle-même et l'Internet lui-même, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, mais l'Ethernet, c'est une interface réseau. Je crois que ce serait mieux si je vous montre. Je crois que je pourrais toujours repartager mon écran. Donc, c'est une interface réseau qui est aujourd'hui à peu près disponible sur tous les ordinateurs. Donc, je crois que là, vous voyez mon écran. Je fais comme ça. Et il y a le port Ethernet. C'est ce petit truc-là. Normalement, il y a ça sur les imprimantes, il y a ça sur les routeurs et sur tous les PC. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Oui, oui, je vois. Donc, c'est ça l'Ethernet. Et c'est un protocole, c'est déjà une interface réseau. Et il y a le protocole réseau qui porte le même nom. L'interface et le protocole, les deux, ils portent le même nom. Et là, je crois que j'ai oublié de le dire, le Wi-Fi, c'est juste le grand frère sans fil de l'Ethernet. C'est juste à l'interface physique, comment dire, là où la transmission du signal et tout ça, c'est juste cette partie-là qui est différente. C'est juste ça qui est le Wi-Fi. Une fois que le signal est transmis et reçu, tout ce qui se passe après, c'est la même chose que l'Ethernet. Donc, le Wi-Fi et l'Ethernet sont à peu près au même niveau. C'est juste que le Wi-Fi, et ça utilise la radiofréquence, donc c'est sans fil, et l'Ethernet est filaire. Sinon, les deux, c'est la même chose. Donc, on peut voir l'Ethernet comme le petit frère filaire du Wi-Fi. Bon, je dis petit frère parce que l'Ethernet était là avant le Wi-Fi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, ça va. Et c'est bon, vous êtes satisfaite de la réponse? Ouais. Bon, c'est pas trop, bon, à mon niveau, c'est pas trop éclairci. Bon, je sais pas si, bon, moi, ce que je confondais un peu, c'était, bon, je me disais que l'Ethernet était au niveau local. C'était au niveau local, et puis peut-être l'Internet était un peu plus élargi. Ah oui, je comprends là où vous voulez en venir, comment dire, le fait est que l'Internet et l'Ethernet, ils sont même pas la même substance, ils sont pas de même nature. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire cette comparaison. Le réseau en lui-même, c'est l'Internet. Sinon, je suis d'accord que si on prend l'Ethernet,
On l'utilise pour l'Ethernet, on l'utilise pour réaliser le branchement au niveau local. Donc là, dans les entreprises, par exemple, ils ne sont pas habitués à utiliser le Wi-Fi. Le Wi-Fi, vu que c'est sans fil, généralement, ça offre beaucoup de possibilités de piratage que l'Ethernet. Donc, ils préfèrent utiliser l'Ethernet. Donc, tout le monde a son câble qu'il connecte à son petit PC. Ça, c'est l'Ethernet. Et bien sûr, je suis d'accord, ça permet de faire un réseau local. Le Wi-Fi aussi permet de faire un réseau local. Et maintenant, tous ces réseaux-là connectés entre eux, c'est l'Internet. Mais l'Internet, ce n'est pas une interface réseau, ce n'est pas une interface de connexion. C'est le réseau lui-même. C'est ça que je veux mettre, c'est ça que je cherche à mettre devant, en fait. C'est ça la différence. L'Internet, c'est le réseau. L'Ethernet, c'est l'interface et le protocole. D'accord, c'est compris. C'est bien compris maintenant. D'accord. En tout cas, ça me fait plaisir. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, mais on va prendre la question dans le chat d'abord. Donc, de Elvis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un petit retour sur les limites des réseaux traditionnels au niveau du Zigbee? D'accord. Le protocole Zigbee, comme je l'ai dit, c'était pas vraiment traditionnel à proprement parler, parce que le Zigbee, ça n'a rien à voir avec... le Zigbee ne fait pas partie des réseaux mobiles qu'on connaît de la première génération à la 5e génération. Donc, le Zigbee a été conçu aussi comme protocole qui ne consomme pas beaucoup de ressources, au même niveau que le Bluetooth, par exemple. Mais c'est un petit peu différent. Donc, on ne peut pas se connecter à un périphérique Zigbee tel qu'on le fait avec le Bluetooth ou bien le Wi-Fi. Le problème avec le Zigbee aussi, c'est que bien que ça ne consomme pas beaucoup, il est limité en termes de portée. Donc, quelques centaines de mètres ou plus. Vous allez voir la séance prochaine que les réseaux dont on va parler, ils peuvent aller jusqu'à des dizaines de kilomètres. Pour un seul réseau, un seul équipement peut transmettre sur des dizaines de kilomètres jusqu'à une autre passerelle. Et ça, comme je l'ai dit, c'est assez bluffant, c'est assez intéressant. Mais on aura l'occasion d'aborder ce sujet-là à la prochaine séance. Et si en ce moment-là, vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez me le rappeler, on va le comparer au Zigbee. Monsieur Elvis, si vous êtes d'accord. Monsieur Elvis, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Vous avez répondu à ma question. Merci. Je vous en prie. Et oui, je crois qu'on va prendre la main levée avant de revenir sur la question de Cissé. Quelqu'un avait levé la main dernièrement. Je crois que c'était qui? La personne a baissé la main. On va prendre la question dans... Je peux? Ok, oui, allez-y. D'accord. Déjà, merci pour la présentation. Ça sent la maîtrise du domaine et tout. Donc, j'ai quelques petites questions. La première concernait la technologie Zigbee, mais j'ai l'impression qu'on va l'aborder la prochaine séance. Donc, je vais sauter cette question. La deuxième question concerne le réseau mobile 6G. Vous avez dit à une partie que ça s'annonce. Donc, j'aimerais savoir si c'est les mêmes besoins qui ont fait qu'on a encore créé un nouveau plutôt réseau mobile, la 6G, ou voilà, il y a encore d'autres raisons en ajout. Et ma deuxième question, pour ne pas dire la troisième, concerne la formation en question. Est-ce que toutes les 4 séances seront purement théoriques ou bien vous avez prévu quelques petites tâches pratiques à faire vers la fin comme ça, je ne sais pas. Donc, c'était ça ma question. Sinon, c'était une belle présentation et merci. Merci Joël et merci pour les 3, sinon les 2 questions qui sont toutes intéressantes les unes que les autres. Pour revenir, ou en tout cas pour préciser concernant le Zigbee, vous pouvez toujours poser votre question si, bien sûr, c'est pas la même chose, ça ne rejoint pas la même chose que Elvis a posé, parce que le Zigbee ne fait pas vraiment partie de ce dont on va parler la prochaine fois, mais j'ai le sentiment que, vu qu'ils sont à peu près similaires, j'ai le sentiment que
une fois qu'on les aura présentés, votre idée ou bien ce qui vous titille vous paraîtra beaucoup plus clair. C'est pour ça que je lui ai dit de me reposer la question à la prochaine séance s'il n'est toujours pas satisfait. Maintenant, pour répondre à la question concernant la 6G, oui, en fait, il y a une organisation qui s'occupe des réseaux mobiles, les standards, les normes dont j'ai parlé, tout ça. Donc, il y a un consortium, la 3GPP. Donc, il y a 3G dedans, mais ce n'est pas juste pour la 3G, c'est juste que ça a été créé à partir de la 3G. Donc, et tous les constructeurs d'équipements réseau et téléphoniques, à peu près tous, ils sont dedans. Et c'est cet organisme-là qui s'occupe d'écrire, de mettre en place les normes. Et leur objectif, en tout cas leur vision, c'est que chaque 10 ans, on ait une nouvelle génération de réseaux mobiles. Vous allez me dire que 10 ans, c'est beaucoup. Et je vais dire en premier que je suis d'accord, mais ensuite, je vous dirai aussi que le progrès qu'on fait en matière de technologie en 10 ans, c'est très rapide et c'est énorme, toujours. Parce que si on analyse très bien comment les réseaux ont évolué, ça a toujours été fait dans l'intervalle de 10 ans. Je crois que c'est de 1900, si on mesure bien, je crois que 1980 pour la 1G et ensuite la 90 pour la 2G, la 3G en 2000. Il y avait eu la 4G en 2010. La 5G a été commencée à être déployée depuis 2020. Mais ça a été fini en 2018 ou bien 2019. Et pendant ce temps, ça avait déjà été déployé dans certains pays, je crois que le Japon, surtout le Japon, et ensuite aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cet organisme-là, ils anticipent en quelque sorte l'évolution du réseau. Bien sûr, ils n'ont pas tout dès le premier jour, mais c'est en ça que sert la recherche. Donc, on voit comment évolue l'environnement technologique et on présente des solutions progressivement. Donc, chaque année, il y a des changements dans la norme, chaque année dans les changements dans la norme, jusqu'à ce qu'à 2 ans ou bien à une année de l'année butoir, on ait déjà une norme qui est prête et qui va commencer à être mise en place. C'est pour ça que j'ai parlé de la 6G. Du coup, vous avez dit, est-ce que c'est la même chose que la 5G? Et non, absolument pas. Parce que là, avec la 5G, on a, comme je l'ai dit, la plus grosse évolution. L'objectif, premièrement, de la 5G, c'est la latence, une très faible latence. Mais la plus grosse nouveauté de la 5G, c'est de supporter les réseaux IoT dès le départ. La 6G a principalement pour objectif de réconcilier. Comment je vais faire ça? C'est un même réseau qui va servir à beaucoup de choses. Supposons une antenne de base qui permet de communiquer avec les réseaux mobiles, mais ça peut aussi servir de radar de détection. Et de détection, un radar, ce n'est pas forcément pour les voitures, mais ça va servir à détecter beaucoup de choses dans l'environnement. Ça, par exemple, ça fait partie de l'une des applications principales de la 6G, qui est déjà en phase de recherche. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens. Et maintenant, pour la dernière question, est-ce que ce sera totalement théorique? Oui et non, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans la théorie, encore une fois, parce que oui, la seconde séance, parce que la seconde séance, on va parler on va introduire les réseaux LP1. Pour pas que ce soit totalement trop théorique et que ce soit un one-man show, c'est que ce soit moi qui sois en train de parler tout le temps, parce que moi-même, je déteste parler seul tout le temps. On va, durant la troisième séance, j'espère que vous êtes dans le groupe avec nous, n'est-ce pas, monsieur et Joël? Donc, dans la troisième séance, on va faire une mise en situation, une étude de cas pratique. Donc, on va supposer que quelqu'un a une ferme. J'ai obligé de le préciser. Le problème avec les réseaux traditionnels aussi, c'est la couverture. Si jamais il n'y a pas de couverture, ce sera compliqué sans les réseaux qu'on va introduire. Donc, on va supposer que quelqu'un a une ferme quelque part qui est un petit peu isolée de la civilisation ou bien de la vie urbaine. Donc, si civilisation n'est pas un terme convenable, une ferme quelque part qui est un peu isolée du domaine urbain, mais il veut quand même mettre en place un système de surveillance ou bien un système pour pouvoir surveiller l'évolution de ses plans ou si jamais il y a une intrusion. Oui. Le cadre même va être établi prochainement, mais supposons que quelqu'un veut mettre ce genre de choses en place. Comment il va s'en prendre? Et combien ça va lui coûter s'il essaye d'adopter les solutions qu'on va présenter à partir de la semaine prochaine, comparé à s'il essaye de passer par les réseaux mobiles, à supposer que la connexion et la couverture réseau mobile est présente dans sa zone. Donc ça, par exemple, c'est une étude de cas
qui, à mon niveau, c'est pratique. Mais peut-être que vous trouverez pas que c'est pratique. Donc, c'est pour ça qu'il a dit ça dépend de ce qu'on considère pas pratique ou pas. Et dans la 4e séance, là, on aura le choix entre faire une autre étude de cas où on va faire une séance ouverte et chacun va venir avec, si vous avez des questions précises sur des projets ou bien des technologies particulières, on va discuter. En tout cas, après cette séance, on va mettre à votre disposition un petit formulaire à remplir. Si vous avez des questions particulières ou bien des sujets particuliers, des projets particuliers que vous aimeriez développer, ce sera le cas de le discuter durant cette dernière séance. Ou sinon, on va consacrer cette séance à un second étude de cas. Donc, j'espère que j'ai beaucoup parlé sur ces questions, mais vous avez soulevé des points assez intéressants ou très intéressants même. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, vous avez très bien répondu, merci. Donc, je pense que je vais poser directement la question concernant la technologie ZigBee. Bon, Bien. c'est une très petite question, vous pouvez même répondre par oui ou non. Donc, ça concerne son usage dans la pratique. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours utilisé aujourd'hui ou voilà, ça a disparu au profit de LoRa ou les autres nouvelles technologies? Ah oui, ça c'est un peu corsé comme question. Et non, Zigbee n'a pas disparu. C'est que, ouais, aujourd'hui, Zigbee était déjà là, mais la cote de popularité de LoRa et de Sigfox a beaucoup augmenté par rapport au Zigbee, surtout à cause de la couverture. C'est ça qui a fait que Zigbee n'a plus la cote comme il faut. Mais elle est toujours présente dans les applications parce que même si les objectifs sont les mêmes, la manière dont ils ont été implémentés n'est pas la même, ce qui fait que dans certaines applications, on pourrait toujours retrouver que le Zigbee est beaucoup plus convenable par rapport à LoRa et Sigfox, par exemple, ce qui fait que c'est toujours présent. Il n'a pas encore disparu et je ne crois pas qu'il va disparaître de sitôt. Donc, merci Joël pour vos questions. Je crois que si vous en avez, vous pouvez toujours lever la main. On a déjà dépassé le temps, mais on va encore prendre quelques questions. Et je crois qu'on a quelques questions dans le chat. Donc, si c'est ma préoccupation, c'est concernant la forte consommation de la batterie par les données mobiles. Mais j'aimerais savoir lequel est adéquat de nos jours dans l'IoT et un peu le processus d'interconnexion. D'accord. Vous demandez par lequel, Monsieur Cissé, vous entendez, vous désignez quoi par lequel? Quelle technologie de réseau mobile ou bien les solutions qu'on va présenter? Parce que je n'ai pas très bien compris la question. Monsieur Cissé, si c'est possible, vous activez le micro ou sinon vous complétez la question dans le chat. Oui, bonsoir et merci beaucoup vraiment pour la présentation. Et en fait, ouais, parce que vous avez parlé des technologies et je sais pas, Laura, bon, j'ai pas compris un peu. Je pense que c'était ça les solutions ou bien, bon, je suis un peu confus quoi. Donc, j'aimerais en savoir plus parce qu'au début, vous avez commencé d'abord par et qu'est-ce qui consomme plus les batteries et ensuite, je sais pas, dans l'IoT maintenant, quelles sont les solutions et pourtant, de nos jours, c'est plus pratique et on a tendance à utiliser dans pas mal de domaines aujourd'hui. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe et un peu avec les processus. D'accord. Oui, un point intéressant que vous venez de soulever là, et surtout dans nos contextes à nous, on n'a pas trop le choix que d'utiliser les réseaux mobiles parce que c'est ce qui est présent. Tantôt, si la dernière question, le dernier point de M. Joël, c'était, voilà, est-ce que Zigbee va disparaître? Supposons qu'il y a déjà Zigbee qui était déjà déployé dans une zone avant que LoRa arrive. Si Zigbee était déjà là, on va utiliser Zigbee. Il y a certaines personnes qui ne vont pas s'embêter à déployer un nouveau réseau par-dessus, ce qui fait que le Zigbee sera toujours en place. C'est ce qui se fait, en tout cas, ou bien c'est ce qui se remarque dans nos contextes, surtout africains actuellement. Les réseaux mobiles sont déjà en place. On les utilise, ils fonctionnent. Alors, pourquoi on va s'embêter à mettre en place un nouveau réseau? Et c'est ça la chose. C'est parce qu'on ne s'est pas encore retrouvé face à ces applications-là où
on serait obligé d'utiliser un autre type de réseau. Donc, si les réseaux mobiles, en tout cas dans nos applications, arrivent à faire le travail, ça veut dire que notre application ne nécessite pas ou bien ne pose pas de difficulté à recharger les batteries, à remplacer les batteries. On peut continuer à utiliser le réseau mobile. La solution que j'ai proposée au début, ou bien la solution dont j'ai parlé, pour suivre le niveau de carburant des voitures, par exemple, ce système-là utilise des puces. GSM, ça utilise le réseau mobile. Donc, il y a des cartes SIM qui sont embarquées dans les modules qui surveillent la consommation électrique. Et ces puces-là sont utilisées pour envoyer des informations sur le réseau mobile et sur le serveur et qui vont être remontées jusqu'au serveur de la personne qui gère le réseau et qui vont ensuite être remontées chez le responsable ou bien le propriétaire du camion. Ça, par exemple, ça consomme beaucoup, oui, mais dans ce genre de système, on n'a pas trop le choix parce que les réseaux LoRa ne sont pas en place dans le pays où ces solutions ont été déployées. Non, mais la solution idéale, si on se retrouve face à un cas de figure où la consommation énergétique est vraiment importante, on ne pourrait pas changer les batteries ou les recharger comme il faudrait. Là, on n'aura pas le choix, on aura tendance à virer vers les réseaux LP1, donc LoRa, LoRaWAN et Sigfox et Dash 7 ou d'autres types de réseaux. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Sissé. Oui, oui, exact. Et merci beaucoup vraiment pour la réponse. Okay. Je vous en prie. Donc, la prochaine question vient de Félix Caboret. Donc, lors de votre présentation, vous avez bien présenté des protocoles de communication dans l'IoT, oui, Zigbee, LoRa. Donc, je voulais savoir quelle différence existe entre les deux. Donc, la deuxième question concerne la différence entre LoRa et LoRaWAN. D'accord. Donc, d'abord, IoT, donc on a Zigbee et LoRa. Et je crois que pour Zigbee et LoRa, finalement, j'ai un petit peu répondu. Ou sinon, si vous sentez que je n'ai pas totalement répondu, c'est parce que je n'ai pas encore parlé de LoRa. J'ai juste mentionné LoRa. Ce qui est dans LoRa, je n'en ai pas parlé, mais vu que vous avez mentionné LoRaWAN, je déduis et je suis sûr que vous connaissez le protocole LoRa. Maintenant, la différence, c'est que c'est juste deux protocoles réseau totalement différents. Donc, la modulation, si vous faites du traitement de signal, si vous êtes familier avec le traitement de signal, si on regarde la course physique, la manière dont les ondes radio sont transmises, et une onde radio donc, sont transmises, la manière dont elles transmettent les informations, c'est totalement différent. C'est ça qui fait que l'un ou bien l'une des technologies va plus loin que l'autre. Donc, c'est juste ça, c'est la différence principale entre Zigbee et LoRa. Mais ces points-là, je les réserve pour la prochaine séance. Maintenant, le deuxième point concerne la différence entre LoRa et LoRaWAN. Donc, LoRa, c'est ça aussi, on va en parler, c'est réservé pour la prochaine séance, mais je peux déjà vous répondre ici. Donc, LoRa, c'est le protocole de base. Et encore une fois, si vous êtes familier avec les couches réseau, donc LoRa, c'est la couche physique et la couche MAC. Et LoRa, c'est aussi la puce. C'est ce qui est vendu par l'entreprise qui a conçu le protocole. Maintenant, LoRaWAN, c'est à partir de la couche réseau. Donc, et il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup de constructeurs qui se sont mis ensemble, beaucoup d'entreprises qui se sont mis en place pour définir à partir de LoRa des protocoles réseau. Ce qui fait qu'on peut adopter LoRa en réseau parce que LoRa, de base, c'est un truc, c'est une technologie qui permet de communiquer juste entre deux capteurs ou bien deux nœuds. C'est simplement ça. C'est grâce à LoRa qu'on peut aujourd'hui parler c'est grâce à LoRaWAN plutôt qu'on peut parler de réseau LoRa. Donc, on peut voir le LoRaWAN comme le réseau basé sur LoRa. Monsieur Félix, j'espère avoir répondu à votre question. Ça marche. Et donc, je crois qu'on va prendre peut-être une dernière ou deux dernières questions et on va arrêter parce qu'on est au-delà du temps de 10 minutes. Donc, oui, je sais que vous avez des emplois du temps chargés, donc on ne va pas s'éterniser. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire sur le chat ou vous activez juste votre micro pour les poser. Ou si vous n'en avez pas, je crois qu'on peut arrêter la séance là. Qu'est-ce que vous en dites?
D'accord, je crois que c'était les dernières questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent et surtout pour ceux qui étaient là à temps, merci beaucoup parce que j'aime qu'on commence à l'heure et qu'on finisse à l'heure. Donc, pour la séance prochaine, je vous prierai juste de venir à l'heure. Donc, après l'heure, ce n'est plus l'heure, comme on dit. Donc, il faut qu'on commence à temps et qu'on finisse à temps. En attendant, bonne soirée chez vous et portez-vous bien jusqu'à la séance prochaine. J'espère vous y voir. Allez, au revoir. Merci beaucoup.